lutte contre les antivaleurs. Premier pilier. Bon, mais moi j'ajouterais et les antimodèles. Parce que ce sont les antimodèles qui produisent les antivaleurs. Ouais. Les antivaleurs n'existent pas comme ça. Ce sont les antimodèles qui ont produit les antivaleurs. Oui. Les antimodèles, c'est ceux qui font des choses qui sont contraires à la morale. La morale. Le deuxième volet, c'était industrialiser. Mais les gens ont dit industrialiser le pays. Mais industrialiser le pays, ça veut dire quoi? Oui. Tous les pays qui se sont industrialisés ont commencé par industrialiser l'agriculture. Donc, il fallait voir comment faire en ce qui concerne les semences, en ce qui concerne les engrais, en ce qui concerne les pistes rurales, en ce qui concerne l'agro-industrie, donc la transformation des ressources agricoles, ce qu'il fallait faire aussi en ce qui concerne le machinisme agricole. C'est toutes ces questions qu'il fallait mettre sur la table et puis prévoir des mesures pour arriver à trouver des solutions. Ça n'a pas été fait. Le troisième volet, c'est la modernisation de l'administration publique. Il nous fallait commencer par la maîtrise des effectifs, la maîtrise de la masse salariale, ensuite maintenant passer au compteur de performance. Mais le compteur de performance, il fallait qu'on commence par décrire les postes, décrire les profils, faire l'audit des ressources humaines pour savoir si les occupants des postes sont effectivement à leur place par rapport à leurs compétences, et ensuite maintenant passer au compteur de performance et terminer avec le système d'évaluation des performances, et non plus le système de notation. Parce que la notation, ça conduit à ce que nous voyons maintenant, c'est-à-dire que chacun... tout le monde 19,50. 19,75. Donc on a l'impression que tout marche bien. Mais on note même plus depuis quelques années, on note plus. Bon. Et puis un élément important aussi, l'accès à la fonction publique, c'est dans les textes, c'est sur le concours. On nous a promis un concours depuis janvier, mais qu'on ne voit pas. En janvier 2015. Ben, 2015, on doit avoir le concours là. Mais il faut attendre, nous sommes encore en mars. Bon, mais qu'est-ce qui empêche? Pour l'année 2015. Vous voyez, un concours par année. Jean-Pierre, ça c'est un cas concret. Mais qu'est-ce qui empêche d'appliquer cette disposition? Moi, concours. Je vous donne un exemple simple. Ouais. J'étais directeur de l'ENAM en 82. En novembre 82, l'équipe nationale de handball gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Le Conseil des ministres se réunit et décide d'accorder un taxi et une parcelle à chacune des joueuses. Mais la gardienne avait demandé en plus d'entrer à l'ENAM sans concours. Bon. Quand le conseiller du ministre Oba Pounou, à l'époque celui qui était ministre, est arrivé avec la demoiselle, m'a dit bon, ben, voici la lettre du ministre qui fait référence à la décision du conseil des ministres. J'ai lu et j'ai dit bon, il n'y a pas de problème, revenez demain. Il dit non, mais il faut qu'elle commence ce cours. Je dis non, revenez demain. Alors, je suis rentré dans mon bureau et j'ai rédigé ma lettre de démission dans laquelle je disais au recteur Abibi, les textes de l'ENAM disent qu'on rentre à l'ENAM sur le concours. Qu'est-ce qui va justifier l'exception? Non, c'est-à-dire que je libère le poste pour que vous nommiez quelqu'un qui peut faire ça, parce que moi, ma conscience ne me permet pas de faire ce qu'on me demande de faire. J'ai pris ma lettre et j'ai amené chez le ministre Abibi. Le recteur Abibi. Les vice-recteurs, c'était Makos Makosso. Ils sont encore vivants, donc ils peuvent témoigner. Donc, le vice-recteur Makos Makosso appelait donc le recteur Abibi. Et ils ont pris rendez-vous avec le ministre Ndinga Oba, paix à son âme. Et enfin, quand ils sont arrivés, le ministre Ndinga Oba leur a dit, ah, effectivement, ça nous a échappé. Et donc, il avait envoyé à l'INSEJAG. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Et c'est là que vous voyez aussi que... Et vous avez entériné. Votre démission avait été entérinée. Non, ils m'ont demandé de rester. Continuer. Alors, vous voyez que si j'avais pensé à mon pauvre petit poste avec ses avantages, j'aurais laissé rentrer et l'ENAM ne serait plus ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir qu'on ne rentre que sur concours. Donc c'est là que j'attire l'attention sur le fait, sur ce que le président a toujours souligné aussi, à savoir que les cadres sont responsables de ce qui se passe. Ouais. Si le conseil des ministres dit le passeport c'est gratuit, les actes administratifs là aussi c'est gratuit, et qu'en allant chercher le passeport et tout, on paye et tout, mais c'est les cadres qui sont à l'origine de ça. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait de ces cadres-là? Il faut les mettre en prison. Il n'y aurait plus de place en prison. Mais c'est ce qu'a fait Kagame. C'est ce qu'a fait Kagame en fait. C'est pour ça que ça a disparu. Personne n'est né voleur. Personne n'est né voleur. On devient voleur. Oh.
C'est ça la question de fond. Vous avez parlé de frapper sur la fourmilière. Il y a aussi la fourmilière culturelle, les Congolais. Vous et nous. C'est vrai que vous avez fait là état d'une exception, vous. Oui, mais frapper... C'est vraiment une goutte d'eau. Non, j'ai pas dit moi exception. J'ai seulement dit que... Mais c'est une exception quand même. Non. J'ai dit simplement vous ne verrez jamais un Congolais, qui que ce soit, lorsqu'on lui impose, qui dise non, je suis contraire, voilà ce que exige la loi, voilà l'entrée à ceci. Vous ne verrez jamais ça. Que ça soit l'élite, qu'il vienne de quelqu'un, vous le verrez jamais. Il va se soumettre à l'injonction. Non, c'est ça la réalité du Congolais. Mais qu'est-ce que vous appelez réalité? Parce que moi, ce que nous sommes, nous, les Congolais. Vous allez suivre... Pourquoi vous n'avez dans votre tête comme sanction que la prison? Il y a plusieurs types de sanctions. Ah, il y a autre chose, allez-y, je vous écoute. On peut vous relever de votre fonction. Et par exemple, oui. Et ensuite? Mais quand vous êtes relevé, on peut vous dire, bon, à la fonction publique, il existe, par exemple, on vous frappe d'une amende, vous payez ceci, vous remboursez à l'État, vous remboursez à ceci. Ça existe, non? Et ensuite? Mais vous ne pensez qu'à la prison. Mais c'est pas que je pense qu'à la prison. Je pense que c'est ça. C'est ça qui fera que les autres le plus pour les faire. Vous connaissez la loi de Pareto? En fait, je comprends que vous voulez qu'on arrive à la moralisation. Je n'emploie pas de grands mots. Moi, je veux simplement c'est moraliser, non, la société. Je veux seulement dire que, non, je veux seulement dire que il y a 80% des gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Est-ce que vous êtes vous-même un homme révolté? Bon, moi, en ce qui me concerne, je dis simplement que toute ma vie, j'ai toujours combattu l'injustice. J'ai toujours combattu tout ce qui concerne l'impunité. Bon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de mon père. Mon père était dans le gouvernement de Fulbert Yolo. Donc, ils étaient que 4 ministres à avoir été relaxés purement et simplement. Opango, Bazinga, Kibangu et Kinzunza. Les autres, les Nganjon, Tchitchele, etc., étaient mis en prison. Donc, je le tiens de mon père. C'est-à-dire que c'est ce qui ne m'appartient pas, je ne suis pas dans les prendre ça, c'est pourquoi. Est-ce que vous ne naviguez pas vous ne prêchez pas dans le désert? Non, la question, ce n'est pas de pêcher dans le désert. La question, c'est de comprendre simplement que c'est la survie de toute une nation qui se joue là. C'est-à-dire que si vous continuez avec ces valeurs-là, votre pays va vers l'abîme. Donc il faut redresser les choses avant qu'on ne tombe dans l'abîme. Alors, vous avez fait une communication au Maroc sur le chaînon manquant de l'émergence économique. Quels sont ces chaînons manquants pour le cas du Congo? C'est pas uniquement le Congo, parce que le Congo n'est pas un cas particulier. C'est le leadership politique transformationnel, ensuite un logiciel mental collectif qui est tourné vers le progrès et donc qui est fondé sur le principe tolérance zéro vis-à-vis de l'impunité. Vous savez, les gens ont beaucoup glosé sur l'état de droit, machin et tout. Il y a un seul principe. Dans l'état de droit, il y a un seul principe. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Avec ce principe, c'est fini. Vous parlez bien de principe. Bon, maintenant, il y a un autre principe. Entre le principe et la réalité, c'est... Je vous cite simplement cette phrase de, comment s'appelle, Kennedy. Ouais. Il disait, les cyniques et les sceptiques sont limités par les réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui rêvent de choses qui n'ont jamais existé. Donc, Jean-Pierre, si vous continuez à être limité par la réalité, les réalités du Congo, donc vous êtes un sceptique ou un cynique. Bon, c'est-à-dire que sceptique, vous avez perdu la foi. C'est-à-dire que vous ne croyez plus à rien. Cynique, si on vous nomme directeur général de la télévision congolaise, vous allez prendre votre part et puis foutre le camp. Voilà. Voilà. Donc maintenant, choisissez votre camp. Moi, j'ai choisi le camp de celui qui rêve des choses extraordinaires parce que, faisant partie de l'élite, j'ai le devoir et l'obligation de rêver des choses impossibles maintenant, mais que nous devons tous rendre possibles. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à participer à un gouvernement où il y a toutes ces choses? Docteur Kinzunzi, ministre de Kinzunza, vous intégrez le gouvernement. Est-ce que vous pouvez faire changer les choses à l'intérieur? Je me représente le débat qu'il y aura au Conseil des ministres. Non, je pense que c'est mauvais de poser les choses de cette manière.
Nous sommes en train de discuter sur les questions d'émergence, mais pas sur mon avenir. D'accord. Mais ça peut arriver aussi, quand même. Non, j'ai aujourd'hui 64 ans. Oui. Bon, je sais ce que je dois faire. Il y a quelques perspectives à dessiner puisque nous sommes là dans la dynamique de l'émergence. L'émergence à l'horizon 2025, c'est une notion qui est galvaudée. Les Congolais pensent qu'en 2025, que les choses devraient foncièrement changer. Ils verraient physiquement des choses différentes que celles qu'ils vivent aujourd'hui. 2025. Quelles sont les mesures finalement d'urgence? Je pense qu'il y a l'administration et puis il y a l'université. Oui. Alors, l'administration, il faut effectivement qu'on remette les concours, qu'on puisse décrire les postes, qu'on puisse décrire les profils, qu'on puisse mettre en place un plan de redéploiement de ceux qui n'ont pas le profil, un plan de formation pour ceux qui ont le profil, mais peut-être pas, disons, tout à fait, qui ont encore, disons, des écarts. Donc, c'est ça qu'on doit mettre en place, et ensuite passer au compteur de performance. Ouais. Et dans un avenir très proche, passer de la fonction publique de carrière à la fonction publique d'emploi. Ouais. Parce que la fonction publique de carrière, vous y entrez, et puis après, vous êtes là toute votre vie. La fonction publique d'emploi, tous les 2 ans, on doit renouveler votre poste. Bon, en ce qui concerne l'université Marion Ngouabi, ouais. Bon, ou bien, de manière plus générale, le système d'enseignement supérieur, qui comprend le privé et puis le supérieur. Alors, si je prends ce secteur, il faut qu'on aille vers la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs à partir des diplômés des écoles d'ingénieurs. Alors, je prends un exemple. L'ENSP a 4 grandes filières. Le génie mécanique, le génie électrique, le génie civil, les technologies alimentaires. La technologie alimentaire, c'est très simple. Je prends un cochon, je transforme en jambon. Je prends un bœuf, je transforme en saucisson. Bon, et puis il y a autre chose encore là. Alors, génie mécanique, tout ce qui soutiennent le mémoire, disons, d'ingénieur, c'est toujours sur la base d'un projet qui peut être commercialisé. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est prendre comme principe 0 ingénieur dans la fonction publique. C'est pour ça que je fonde beaucoup d'espoir sur l'université de Kintele, oui. Parce que là, on a bien dit université des sciences et techniques. Donc, c'est là que nous allons... En fait, on avait le choix. Ou bien on fait Marion Ngouabi bis, ou bien on fait Yamoussoukro. Mais j'ai dit, on fait Yamoussoukro, mais amélioré. En ce sens que aucun diplômé de l'université des sciences techniques de Kintele enfin, ne devrait se retrouver dans la fonction publique. On va mettre à côté un incubateur des entreprises. Tous les mémoires d'ingénieurs sont des projets d'entreprise. On les prend, on les transforme en plan d'affaires. Et des plans d'affaires, maintenant, ça devient plan d'affaires bancable s'il y a une banque qui accepte, disons, qui dit que c'est, qu'elle peut financer. Donc ça devient un plan d'affaires bancable. Et dès cet instant, l'université apporte les garanties, le crédit est débloqué, les jeunes hommes ne touchent pas au crédit, il amène les factures pro forma, et on recrute aussi le fameux problème de financement de projet. Des diplômés GRH, marketing, finance, etc. Ouais. Bon, là où je suis un peu inquiet maintenant, c'est qu'on a suspendu la formation en master dans les établissements privés de l'enseignement supérieur. Pourquoi ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que c'est comme si on disait allez faire votre master maintenant à l'étranger, mais ça ne peut être que les parents qui ont les moyens qui peuvent le faire. Bon, l'argument qui a été... On ne peut plus faire le master sur le plan intérieur. Au plan intérieur. Que ça soit dans les universités privées, que ce soit dans les universités, à l'université Marion Ngouabi. Non, à Marion Ngouabi, on peut faire. On peut faire. On peut faire. Mais... Et pourquoi on a supprimé au niveau des universités privées? Bon, l'argument principal, c'était que les gens qui interviennent dans ces masters n'ont pas les qualifications. Ouais. Alors, ce qui a été suggéré, et je faisais partie de ceux qui ont rencontré le ministre aussi, disons, pour lui en parler, je lui ai dit, mais écoutez, les brebis galeuses ne peuvent pas être une base pour condamner l'ensemble. Ouais. Les brebis galeuses ont toujours représenté 10%. Donc, mais les 90, là, ne peuvent pas être condamnés. Ouais, ouais. Donc, ce qu'on devrait faire maintenant, c'est de dire, bon, les établissements privés d'enseignement supérieur qui ont des masters, apportez-nous un dossier qui comprendra
Est-ce que ça fait l'objet d'une délibération du Conseil des ministres? Non, parce que je comprends. Je comprends parce que c'est une décision quand même assez importante. C'est une décision nationale. Oui. C'est-à-dire que comme ça, suspendre, disons, les marchés dans un pays, ça ne peut pas être le fait d'un ministre. Ça doit être quand même une décision prise au niveau du gouvernement. Donc, on dit, bon, un dossier, on dit, voici l'option de master. En master 1, il y a 12 matières. Pour chaque matière, voici les enseignants qui interviennent avec leur CV. Profil, voilà. À charge maintenant pour les services techniques du ministère de dire, sur les 12 de master 1 de telle option, il y a par exemple 3 qui n'ont pas le profil requis, il faut les remplacer. Et puis on les remplace. Et on avance. Bon, on a dit que on suspend et les derniers doivent avoir soutenu leur mémoire en septembre 2015. C'est très bien. Mais entre-temps, on n'a vu aucune équipe du ministère passer là où les gens faisaient le master pour pouvoir évaluer. Parce que quand on va arriver en septembre 2015, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va seulement dire que bon, pour tout le monde encore c'est fermé. Bon, maintenant, les jeunes qui vont aller à Ouagadougou, qui vont aller au Bénin, qui en fait plutôt à Cotonou et tout, on va leur demander, mais dans votre pays, il n'y a pas de master, pourquoi? Il n'y a pas de professeurs qui sont à la hauteur. Moi, j'enseigne depuis 80 à l'université Marie Ngouabi. C'est une insulte à mon intelligence. C'est une insulte. Et je m'insurge contre une telle décision. Ouais. Et j'espère que les services techniques du ministère vont effectivement suivre ce que je suis en train de dire. Et vous l'avez suggéré au ministre? On l'a suggéré, on a même fait des dossiers. C'est-à-dire que le GAE a fait des dossiers, l'IHM a fait des dossiers, l'ISTI a fait le dossier, la conseil de dossier, l'UIP, nous avons soumis, mais on n'a jamais eu, disons, de retour. D'accord. Docteur, nous venons d'arriver au terme de notre émission. Un dernier mot pour terminer, puisque nous avons parlé de l'émergence en question, en quelques questions. Oui. Je suis optimiste, parce que je sais que ça patine, parce que simplement... on se cherche. Dans chaque pays, non. Dans chaque pays, on n'a pas constitué une masse critique de leaders politiques transformationnels. Et dans chaque pays aussi, on n'a pas encore transformé le logiciel mental collectif. C'est-à-dire faire en sorte que les gens deviennent aptes à l'émergence économique. Mais ça, c'est le rôle du leadership. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Alors, si l'enfant fait bien, vous faites quoi? C'est les bonbons. Tout à fait. Il fait mal, vous faites quoi? C'est la chicotte. Mais si vous ne donnez ni bonbons ni chicotte, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez élever des délinquants juvéniles qui deviendront plus tard des délinquants séniles. Merci, docteur. Je vous en prie. Nous avons consacré expressement cet autre numéro de l'économie en marche sur une question assez stratégique, l'émergence. Émergence dans un certain nombre de pays, émergence évidemment avec les prérequis, les conditionnalités si nous voulons vraiment devenir des pays émergents à divers horizons pour certains nombres de pays. Je vous retrouve donc là le mercredi prochain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Bonsoir et à très bientôt.